Salut. Alors, on va continuer notre tour d'horizon ici de tout ce qui concerne à peu près ce type d'entreprise. Vous savez, les entreprises qu'on appelle à peu près les Financial Exchange and Data. Donc ici, vous pouvez voir Euronext, CBOE, CME, S&P Global, etc. Bref, j'ai parlé d'un ensemble d'entreprises ici dernièrement. Donc on peut le voir ici. On a parlé de LSEG, mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Moody's, n'importe quelle watchlist. On a également parlé de S&P Global. Donc aujourd'hui, je continue avec la compagnie qu'on appelle CME Group. Ok, je rappelle ici que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, je me réserve d'ailleurs le droit de me tromper. C'est toujours important de le rappeler et lisez vos rapports financiers. Merci. Donc, voici deux chiffres publiés dans le même rapport trimestriel par la même entreprise pour le même trimestre. Premier chiffre, le volume quotidien moyen de contrats traités a bondi de 22% pour atteindre 36,2 millions de contrats, un record sur les 6 classes d'actifs simultanément. Les métaux en hausse de 130%, les taux d'intérêt en hausse de 24%, des records partout. Deuxième chiffre, le revenu moyen par contrat a reculé de 5%, passant à 0,652 $. Ces deux chiffres semblent se contredire. Une entreprise qui traite 22% de contrats supplémentaires, mais qui gagne moins par contrat, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et surtout, est-ce que ces deux types de croissance ont la même valeur pour les investisseurs? La réponse à la question est le cœur analytique de ce dossier et elle commence par comprendre ce que fait réellement la compagnie qu'on appelle CME Group. Alors, CME Group est la plus grande bourse de produits dérivés au monde. Ses clients ne sont pas des particuliers qui achètent des actions, ce sont des banques, des fonds spéculatifs, des gestionnaires d'actifs, des trésoriers d'entreprises multinationales et des gouvernements qui cherchent à se protéger contre des risques financiers précis. Une compagnie aérienne qui veut se protéger contre une hausse du prix du kérosène achète des contrats à terme sur le pétrole via CME. Entre parenthèses, quand le prix du pétrole augmente, vous n'allez pas généralement voir ces variations-là dans les résultats des entreprises, des compagnies aériennes, tout simplement parce qu'elles ont tendance à se couvrir. Il y a souvent un décalage. Et donc, faites attention quand vous regardez une compagnie qui a généralement tendance ici qui vend une commodité ou bien dont une commodité représente ici l'un des coûts fixes les plus élevés, enfin, pas l'une des matières premières les plus importantes, un peu comme avec Hershey. Vous allez remarquer que pendant que le prix du cacao augmentait, Hershey était plutôt stable parce qu'elle a tendance à se couvrir. Donc, faites attention, il faut toujours aller vérifier cela. Donc, on referme cette parenthèse-là. Donc, une entreprise aérienne qui veut se protéger contre une hausse du prix du kérosène achète des contrats à terme sur le pétrole via CME. Une banque européenne exposée à la dette américaine qui veut se protéger contre une hausse des taux d'intérêt utilise les contrats de taux de CME. Un exportateur japonais qui veut sécuriser son taux de change utilise les contrats de devise de CME. Ces produits s'appellent des dérivés parce que leur valeur dérive d'un actif sous-jacent. Le pétrole, les taux d'intérêt, les devises, les métaux, les indices boursiers, les matières premières agricoles et CME perçoit un revenu à chaque fois qu'un contrat est acheté ou vendu sur ces plateformes. C'est un modèle de péage. L'entreprise contrôle l'infrastructure sur laquelle transitent des milliers de milliards de dollars de risques financiers chaque jour et elle prélève une fraction à chaque passage. Des milliers de milliards. Ce n'est pas une erreur. OK? Donc, ce modèle a une caractéristique que très peu d'entreprises partagent. Il prospère dans l'instabilité. Quand les marchés sont calmes, les acteurs financiers ont moins besoin de se protéger. Les volumes baissent. Quand les marchés sont agités, quand les taux d'intérêt, par exemple, bougent rapidement, quand les devises fluctuent, quand les prix des matières premières s'emballent, le besoin de protection explose. Et les volumes avec lui. C'est tout à fait normal. C'est pourquoi le premier trimestre 2026 a produit des records. La géopolitique mondiale, les tensions commerciales, l'instabilité des taux d'intérêt, les chocs sur les chaînes d'approvisionnement, tout ce désordre a créé une demande exceptionnelle pour les produits de CME. Les taux en hausse de 130% de volume reflètent des mouvements de prix extrêmes sur l'or et l'argent dans un contexte... Enfin, pas les taux, les métaux, excusez-moi. Les métaux en hausse de 130% de volume reflètent des mouvements de prix extrêmes sur l'or et l'argent dans un contexte d'incertitude géopolitique. Les taux d'intérêt en hausse de 24% reflètent l'anxiété des marchés face aux décisions des banques centrales.
CME est structurellement aligné avec le désordre mondial. C'est son avantage compétitif le plus profond et c'est aussi sa principale source de cyclicité. Alors, revenons maintenant aux deux chiffres du début, parce que leur coexistence révèle quelque chose de précis sur la qualité de cette croissance. Les volumes en hausse de 22% sont réels, mesurables et directement liés à la volatilité exceptionnelle du trimestre. Mais le recul de 5% du revenu par contrat dit quelque chose de différent. Il dit que la composition des volumes a changé. Les contrats sur les métaux, dont la croissance a été plus spectaculaire à 130%, génèrent structurellement moins de revenus par contrat que les contrats sur les taux d'intérêt ou les indices. Quand les métaux représentent une part plus importante du mix, le revenu moyen par contrat baisse mécaniquement, même si le volume total explose. C'est une distinction critique pour un investisseur. La croissance de volume est visible et impressionnante. La dégradation du mix est moins visible et potentiellement plus durable. Si les métaux continuent de surpondérer le mix parce que la volatilité géopolitique reste élevée, le revenu par contrat restera sous pression. Et si la volatilité se normalise, les volumes baisseront avec elle. C'est tout à fait normal. Ces deux risques ne sont pas identiques. L'un est structurel, la dégradation du mix. L'autre est conjoncturel, la normalisation de la volatilité. Mais ils peuvent se combiner dans un scénario adverse. Volume qui baisse et revenu par contrat qui reste bas. C'est le scénario que la lecture des seuls volumes agrégés ne permet pas d'anticiper. Il y a cependant une source de croissance dans le dossier CME qui mérite une attention particulière précisément parce qu'elle est moins liée à la volatilité conjoncturelle. Les marchés de prédiction. CME a franchi le seuil de 220 millions de contrats échangés depuis décembre 2025 sur ses plateformes de prediction market. Ce sont des contrats qui permettent de parier sur des événements futurs, résultats électoraux, décisions de banque centrale, données macroéconomiques. C'est un marché en émergence rapide, avec une base d'utilisateurs différente des clients institutionnels traditionnels de CME et une logique de croissance moins dépendante de la volatilité des marchés classiques. Si CME parvient à développer ce segment à une échelle significative, elle commence à construire une source de revenus dont la cyclicité est différente de son cœur de métier. Ce n'est pas encore une transformation du modèle, c'est un signal à surveiller. La marge opérationnelle ajustée de 72,8% au Q1 en hausse par rapport aux 71,1% un an plus tôt confirme la puissance du levier opérationnel du modèle. CME a une structure de coûts essentiellement fixe. Quand les volumes augmentent, les revenus montent. Les coûts, eux, ils ne bougent pas du tout. C'est un mécanisme de compounding de marge qui fonctionne dans les deux sens. Formidable à la hausse ou douloureux à la baisse. Parce que si ça baisse, les coûts restant à peu près fixes, ça fait plus mal, ok? Et c'est précisément là que la vraie question d'investisseur émerge. Enfin, pour ceux qui se posent des questions comme d'habitude. Donc, CME publie des résultats records dans un trimestre de volatilité exceptionnelle. Les volumes sont à des niveaux historiques. Les marges s'élargissent. La tentation est d'extrapoler cette performance dans le futur. Mais est-ce que tu achètes CME au moment où sa croissance est maximale, portée par une volatilité géopolitique qui ne durera pas indéfiniment? Ou est-ce que tu as une grille pour distinguer ce qui est structurellement durable de ce qui est conjoncturellement exceptionnel? C'est exactement ce que le Prompt Premium Top Invest qui est intitulé « Achètes-tu un cycle au pic de ses bénéfices ?» Même pas un cycle, achètes-tu une cyclique? Donc, achètes-tu une entreprise cyclique au pic de ses bénéfices? Par exemple, ce prompt-là pourrait être important pour le monsieur qui parlait ici dans la vidéo concernant Micron, celui qui parlait de Micron ici. Utilise ce prompt, fais-toi plaisir, ok? Donc, pose-toi les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses. Achètes-tu un cycle au pic de ses bénéfices? Te force à construire. C'est le nom du prompt. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et c'est un prompt premium. Donc, on va en reparler tantôt tout à l'heure. Il te demande de cartographier les phases du cycle de CME, d'identifier les indicateurs avancés qui signalent un retournement de volatilité avant qu'il apparaisse dans les résultats et d'évaluer si le marché a déjà intégré dans le prix un retour à la normale. Appliqué à CME, ce travail te force à distinguer les 22% de croissance de volume qui viennent de la volatilité conjoncturelle des tendances structurelles comme les prédictions market ou la croissance des clients internationaux. Ce sont deux composantes de croissance avec des profils de durabilité très différents et aucune n'est visible dans le chiffre agrégé de 22%. Tu le trouves dans la bibliothèque de Prompt Premium Top Invest, le lien est en description de la vidéo. Et je rappelle ici que cette bibliothèque de Prompt permet de financer notre projet. Vous recevez quelque chose en date d'aujourd'hui, ainsi que demain. Toutes les informations sont en description de la vidéo. Parce qu'en investissement, une entreprise qui prospère dans le désordre est une opportunité magnifique quand le désordre arrive. La question est de savoir si tu la regardes au bon moment
du cycle. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que c'est un business qui est cyclique, mais c'est clairement le type d'entreprise que j'adore. OK? Si volatilité augmente, tant mieux pour nous. Instabilité augmente, tant mieux pour nous. Et on est assez diversifié ici pour bénéficier de tous ces éléments-là. Bref, maintenant, regardons à quoi ça ressemble au niveau des chiffres. Et là, je vais sur Coifin. On fait ça, CME Group, bim badaboum, on ferme ici. Première chose que vous allez remarquer, c'est quoi? Croissance des revenus. C'est bien, n'est-ce pas? On aime ça. Ensuite, on regarde quoi? La marge brute. Premier niveau de pricing point, c'est la stabilité des marges. On a des marges près de 100% ici. C'est normal, c'est quelque chose de très dématérialisé ici. Donc, c'est la marge EBITDA qu'on va avoir tendance à regarder de point de vue margin. Et vous voyez ici que la marge EBITDA... Alors, globalement, je vais juste faire ça, setting, je vais mettre ça ici, bim badaboum, et voilà. Vous voyez ici que sur les 20 dernières années, la marge EBITDA oscille entre 70 et 63%. Donc, et vous remarquez ici que la volatilité, quand il y a des problèmes ici, vous constatez ici qu'on a des marges moins élevées, parce que le mix également change. Ne l'oubliez pas. Donc ici, globalement, il faut prendre une normalisation sur la période. C'est un business qui peut avoir tendance à générer des marges très élevées. Donc, free cash flow, margin, ça donne combien ici? 1, 2, on va avant tout. Et vous voyez ici une chose, les free cash flow augmentent. Vous avez constaté quoi? Quand vous comparez les marges EBITDA, ici, vous remarquez ici que les free cash flow sont plutôt stables et en croissance. Tout simplement parce que la base d'actifs, la base de coûts est stable. Les volumes augmentent, même si le mix peut fluctuer, mais on a un levier opérationnel extrêmement puissant au sein de cette compagnie. Donc, quand on regarde, et il faut regarder si les tendances de fond, est-ce que c'est structurel, conjoncturel? Pour moi, je pense que c'est structurel de manière globale. Nous avons une entreprise qui produit à peu près 4 milliards 333 millions. Combien de fois les bénéfices le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Je vous dis déjà, je ne paierai pas moins de 25 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. C'est 22,7 fois. OK. Maintenant, dette nette sur EBITDA, ça ressemble à quoi en date d'aujourd'hui? Prenons la dette nette du point de vue volume. Elle n'est pas endettée. Ça ne vaut pas la peine d'aller regarder ça ici en date d'aujourd'hui pour aller regarder le ROIC, machin. Vous allez dire non, le ROIC n'est pas assez élevé, donc elle n'a pas d'avantage concurrentiel. Faux. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce que c'est un business qui croît par acquisition. OK? Et donc, quand on fait des acquisitions ici, techniquement, on a tendance à être impacté ici avec le total des intangibles. OK? Donc, ne dites pas toujours que le ROIC vous permet de déterminer si l'entreprise a un avantage concurrentiel. Non. Permet de déterminer s'il est présent. Regardez, le total des intangibles est à 30 milliards. Et quand on regarde le Invested Capital, total intangible, fait partie de Invested Capital. OK? Et donc, si vous avez un Invested Capital qui est à 31 milliards, total intangible à 30 milliards pour une entreprise, en réalité, le fixe, c'est 1 milliard. Et si vous prenez 1 milliard divisé par, disons, 4 milliards ici de free cash flow, je prends le cash flow, le cash ROIC, vous avez près de 400%. Cette compagnie a un avantage concurrentiel de malade. Et donc, vous voyez ici que le ROIC ne peut pas tout vous dire. Comme je dis toujours ici, les chiffres, on peut leur faire raconter ce qu'on veut. Le plus important, c'est déjà de connaître comment est-ce qu'ils sont calculés et comment est-ce que vous pouvez les interpréter. Quand vous voulez déterminer si une entreprise a un avantage concurrentiel, s'il y a une présence, vous pouvez regarder le ROIC, mais n'oubliez pas que les marges également vous donnent des informations. OK? Et cette compagnie a clairement un avantage concurrentiel. Est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Est-ce que ça vaut la peine de dire oui ou non? La réponse, elle est là, ok? Elle coule de source. Et quand on prend CME du point de vue en termes de valorisation, ici, je ne paye pas moins de 25 fois les bénéfices. C'est $346 l'action. OK? Elle n'a pas de dette nette. Franchement, elle n'est presque pas endettée du tout. Donc, ça ne sert à rien d'aller remarquer ça ici. Et elle peut redistribuer, regardez, elle distribue à peu près presque plus de 80% ici de ce qu'elle gagne. Elle a les moyens de le faire. Et ce n'est pas un danger pour elle. Et elle a une politique très simple. On distribue à peu près la majeure partie de ce qu'on gagne. Mais si on gagne moins, on réduit également. Ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que structurellement parlant, on a une tendance de fond ici. Donc ici, je mettrais comme price target 300, on avait dit combien? Je vais les prendre en ajuster ici. Ça donne à peu près $346. Donc je viens dans ma watchlist, on va $346. On va sur CME Group, $346. C'est mon price target en date d'aujourd'hui. Je rappelle encore une fois que ceci représente uniquement mon point de vue. D'accord? Donc je me réserve toujours royalement le droit de me tromper. Ce n'est pas un conseil d'investissement, les amis. Chacun prend ses propres décisions. $346. La dernière fois qu'on a parlé de cette compagnie, elle était à $316. La dernière vidéo date à peu près
à peu près février, je pense bien, février 2025, donc 346. Donc pour moi, c'est le type d'entreprise que j'aimerais bien avoir en portefeuille. Ce sont les défenseurs. J'aime bien ce type d'entreprise-là. Bref, CME Group, comme on l'a vu avec comme LSEG, ça peut être intéressant à aller regarder. Donc, on a parlé de CME Group en date d'aujourd'hui. Si on regarde à peu près les entités dans le segment Capital Market, parce qu'on va en parler ici. D'accord, Capital Market ici, voilà. Donc, on peut parler encore, on a OTCM dont on va parler. On a MSCI, je pense que MSCI également, on va en parler. On a Market Access, je pense que celle-ci pourrait se faire acheter d'ailleurs. On a TradeWeb, on a Intercontinental, ah ouais, excellente entreprise. Charles Schwab, très belle entreprise également. FactSet, on va en parler. Je pense également que celle-là pourrait se faire acheter. Moody's, on en a déjà parlé. Interactive Broker, on en parlera. Nasdaq également. Raymond James, State Street, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas mentionné cette compagnie. LPLA également, CBO. Bref, vous voyez qu'on a beaucoup de choses à faire, que de perdre du temps sur les entreprises voilà, qui sont cycliques de manière générale, sur lesquelles même un singe peut gagner de l'argent en date d'aujourd'hui. Je préfère parler d'entreprises ici sur lesquelles on a fait une analyse sectorielle. On a une tendance de fond qui existe, qui est visible. Je l'ai présenté, mes arguments sont là. Ils sont dans le groupe School. OK? Donc, pour ceux qui bavardent toujours ici, que ouais, les chiffres, machin, truc, faites le travail. OK? N'écoutez pas tout ce que je vous raconte ici. Allez vous-même douter. OK? Allez vous-même faire vos propres recherches. Doutez de tout. Vous êtes de grandes personnes, vous êtes des adultes, vous prenez vos propres décisions. Vous êtes responsables de vos propres échecs. Et ce n'est pas plus grave que ça. Quelqu'un vous parle d'échecs ici, vos succès et vos échecs. C'est très important. Parce que quand on échoue, quand on a une mauvaise... Voilà, si on a fait une erreur, on apprend. Et on essaie de ne pas refaire la même chose. OK? On ne vient pas se plaindre. Tu avais dit que blablabla. Blablabla. Je ne parle pas pour vous. Hein. Je reviens toujours sur... ce type de personne, elle rappelle une chose, cette vidéo, si je ne compte pas arrêter, d'accord? C'est juste un titre pareil. Mais je parlais de quelqu'un précisément ici, et voilà, ça s'agresse encore. Oui, je l'ai encore, parce que vous ne comprenez pas. Et vous allez finir par comprendre, ok? Si vous n'êtes pas faire le travail ici, si vous pensez que ça prend 5 minutes, il faut s'asseoir, regarder des courbes, machin, passer à autre chose. Ou bien de la pseudo-analyse de surface, ça s'arrête là, ok? Ça ne veut pas dire que quand vous entrez en profondeur, vous allez forcément avoir raison, mais vous saurez exactement pourquoi est-ce que vous êtes trompé. Au moins, ça, c'est un avantage. Ok? Bref, merci, point à la ligne. N'oubliez pas, on a atteint à peu près 9% ici de financement par rapport à notre projet. Il nous manque à peu près 91%. Vous recevez quelque chose aujourd'hui dans la bibliothèque de prendre dépendamment de celle que vous allez avoir tendance à choisir. C'est le moment de soutenir la chaîne sérieusement. Merci, au revoir.